Cette nuit-là, Walter Bonatti et Amir Mehdi hurlent dans le noir à plus de 8000 mètres d'altitude. Ils ne retrouvent pas la tente, elle n'est plus là où elle devait être. À quelques mètres de là, leurs coéquipiers les entendent, mais personne ne vient les aider. Les deux hommes passent la nuit dehors, sans abri, sans sac de couchage, par près de moins 50 degrés. Et pourtant, ce sont eux qui ont rendu possible ce que personne n'avait encore jamais réussi. L'ascension du K2. Cette nuit-là, dans la zone de la mort, ça n'était pas un accident. Le lendemain, 2 Italiens sont au sommet de la montagne tueuse. Dans tout le pays, ils sont célébrés comme des héros. Pendant près de 50 ans, personne ne saura la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire vraie de Walter Bonatti et Amir Mehdi. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, et quelle histoire vous allez voir, c'est l'une des plus controversées de l'histoire de l'alpinisme, elle a fait débat, peut-être même encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, c'est la version reconnue officiellement par le CAI, le club alpin italien, après 50 ans d'enquête. À vous de vous faire votre propre avis. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyée sur les rapports officiels et puis sur plusieurs sources, vous retrouverez tous les liens en barre de description. Juste avant de commencer, vous le savez, pour aider la chaîne, on n'hésite pas à liker, à partager et à me laisser un commentaire, je lirai et je répondrai avec plaisir. Allez, on y va, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. On part pour la conquête du K2, un des 14 8000 qui a pour surnom la montagne tueuse, 8611 mètres. Énormément d'alpinistes y ont laissé la vie. Le sommet n'a jamais encore été atteint et une expédition veut tenter sa chance, des Italiens. Le chef d'expédition est Ardito Desio. Je vais vous présenter juste quelques noms puisque ce seront les plus importants à retenir pour l'histoire. Au niveau des alpinistes, il y a Achille Compagnoni, Lino Lacedelli, Walter Bonatti, 24 ans, donc c'est le plus jeune de toute l'équipe. Il y a aussi des porteurs Hunza, et parmi ces porteurs, il y a un nom à retenir, Amir Mehdi. Alors, un porteur Hunza, c'est l'équivalent des Sherpas, sauf que là, nous sommes au Pakistan. Amir Mehdi n'est pas n'importe qui, puisque un an avant le K2, il était déjà sur le Nanga Parbat, et il était avec l'alpiniste Herman Bull, qui fut le premier à atteindre le sommet, mais à la descente, il était tellement épuisé qu'il ne pouvait plus marcher, et c'est Mehdi, avec l'aide d'un autre porteur, qui l'ont porté sur leur dos jusqu'au bas de la montagne. Dernier détail avant de commencer, Walter Bonatti n'a que 24 ans, mais son nom est déjà connu dans le milieu et Compagnoni, qui a à peu près 16 ans de plus, le connaît également et il sait que c'est un jeune qui grimpe déjà à un niveau très élevé, limite qu'il le dépasse même, et ce détail va changer beaucoup de choses. Le 30 mai, tout le monde est enfin arrivé au camp de base à 5000 mètres. Je dis enfin parce que la météo, ça leur a déjà coûté 15 jours de retard. Ça commence mal et ça va continuer comme ça. Pendant 2 mois, ils vont préparer la voie mètre par mètre dans des conditions extrêmes. Installer les cordes fixes, monter le matériel et encaisser les tempêtes. C'est épuisant, c'est violent et la montagne va frapper très fort et très vite puisque le 21 juin, Mario Puccios meurt au camp 2 d'une pneumonie foudroyante. Il est 1h du matin. Donc un homme est déjà mort avant même d'avoir tenté le sommet. Le 6 juillet, c'est Floreanini qui dévisse sur une corde mal fixée et qui fait une chute de 240 mètres. Il s'en sort vivant, sans fracture, c'est un miracle. Nous sommes maintenant le 28 juillet, après tout ça, ils sont tout proche du but. Le camp 8 vient d'être installé à 7770 mètres. Compagnoni et Lacedelli y passent la nuit. Il ne manque plus qu'un seul camp, le camp 9, pour lancer l'assaut final. Le lendemain, date très importante. Les deux hommes essayent d'installer le camp 9, mais impossible, les conditions sont trop difficiles, donc ils doivent abandonner. C'est cette journée qu'ils vont se mettre d'accord avec Walter Bonatti, donc le petit jeune, sur le plan à suivre. Ils savent que s'il n'y a pas d'oxygène au camp 9, il va être impossible d'atteindre le sommet, donc il faut monter les bouteilles qui sont au camp 7 jusqu'au camp 9. Comme Bonatti fait partie des plus solides, c'est lui qui va s'en charger avec un coéquipier pour les remonter donc jusqu'au camp 9. Et ce camp 9 sera donc installé par Compagnoni et Lacedelli le plus bas possible, aux alentours de 7900 mètres, surtout pas plus haut, puisque sinon ça sera impossible pour les porteurs de monter l'oxygène. Et ensuite, Compagnoni et Lacedelli prendront les bouteilles pour tenter l'ascension finale jusqu'au sommet. Voilà, le plan est clair, le plan est établi entre les 3 hommes. Nous sommes le lendemain, le 30 juillet. Comme prévu, 4 hommes, dont Bonatti, quittent le camp 7 en direction du camp 8 pour apporter l'oxygène, les réserves de nourriture, etc. Il faut savoir que monter les bouteilles d'oxygène est sans doute la tâche la plus difficile de toute l'expédition, mais en fait,
Seuls Bonatti et un coéquipier arrivent au camp 8 puisque les autres abandonnent en route à bout de force, ils n'en peuvent plus, c'est très très physique. Ce sont des équipements qui pèsent 18 kg chacun, c'est énorme. Donc Bonatti est déjà redescendu au camp 7, il est ensuite remonté au camp 8 et tout ça à plus de 7500 mètres d'altitude, là où chaque pas coûte 3 fois plus d'énergie. Maintenant, il faut continuer de monter les bouteilles jusqu'au camp 9. Alors seul, c'est impossible, clairement. La plupart des porteurs refusent, c'est trop dangereux, trop haut, trop épuisant. Un seul va accepter de l'accompagner et c'est donc Amir Mehdi. Alors pourquoi il dit oui? Son fils l'expliquera bien plus tard dans une interview. On aurait promis à son père une chance d'atteindre le sommet en échange de son aide. En route, ils vont croiser un autre porteur, Abraham, il vient avec eux pour les aider. C'est vers midi que les hommes arrivent enfin au camp 8 avec les bouteilles d'oxygène. Ils font juste une courte pause et ils continuent vers le camp 9. Et c'est là où va se passer le scandale qui fera trembler le milieu de l'alpinisme. Il est 16h30. Les 3 hommes arrivent exactement à l'endroit convenu la veille. Ils sont là où le camp 9 est censé être installé. Et pourtant, il n'y a rien. Donc, ils crient en direction du camp 9 et une voix, qui vient un peu de la montagne plus haut, leur crie de continuer, ce que font les 3 hommes, mais pas de tente. En fait, ils suivent les traces laissées dans la neige jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, donc ils appellent encore, et c'est Lachedeli qui répond encore de suivre les traces. Les 3 hommes continuent toujours de monter, ils dépassent même l'endroit où le camp 9 aurait dû se trouver. La nuit est en train de tomber, les températures chutent. Abraham, le porteur, ne sent plus ses pieds, donc Bonatti va l'aider à retirer ses bottes, il va essayer de relancer la circulation sanguine, mais à 18h30, Abraham n'a plus le choix, il doit redescendre au camp 8. Donc, il reste uniquement Bonatti et Mehdi qui décident de continuer seuls. Les pentes deviennent de plus en plus raides, ils cherchent toujours le camp 9 comme ça pendant 2 heures. La nuit est totale maintenant et ils n'ont absolument rien trouvé. Alors il faut savoir que ça fait plus de 9 heures que Bonatti grimpe du matériel, du camp 7 au camp 8 au camp 9 et sans avoir bu une seule goutte d'eau depuis 15h30. Et ce n'est pas tout, parce qu'en plus il est dans les camps en haute altitude depuis 23 jours non-stop. Pour le corps, je vous raconte pas, c'est énorme, c'est violent. On est vraiment dans les limites physiques de ce que peut endurer un corps. Ce que Bonatti et Mehdi ne savent pas encore, c'est que Campagnoni et Lachedeli ont décidé de changer les plans. Le camp 9 n'est pas à 7900 mètres comme convenu, il est 250 mètres plus haut, à 8150 mètres d'altitude. Et dans des conditions aussi extrêmes, on est sur le K2, je le rappelle, en pleine nuit, un sommet en plus qui n'a encore été jamais atteint, 250 mètres, c'est énorme comme différence. Mais ça n'est pas tout, puisque le camp a été installé derrière des plaques rocheuses que les experts du CAI classeront plus tard comme très insidieuses et totalement invisibles depuis le bas. Donc en gros, ça veut dire qu'il était impossible de trouver la tente. Mehdi, le porteur, commence à paniquer. Bonatti appelle encore et encore ses coéquipiers. Il ne comprend pas en fait ce qui se passe. Quand enfin, on daigne lui répondre, mais alors pas du tout ce qu'il attendait. Vous avez l'oxygène? Laissez-le là et redescendez au camp 8. Bonatti est sidéré. Redescendre dans la nuit, comme ça, dans cet état, à cette altitude, sans lumière, après tout ce qu'ils viennent de faire, en plus avec un porteur qui n'est pas alpiniste, c'est clairement du suicide et Bonatti le sait. Il crie que c'est impossible, qu'ils ne peuvent pas redescendre. Il supplie qu'on descende les aider ou au moins qu'on leur indique précisément où est la tente. Et là, écoutez bien, plus personne ne lui répond. Il insiste, il hurle, il commence même à les insulter. Silence total. Vers 22h, une lumière apparaît brièvement au-dessus d'eux, c'est Lachedeli. Et voici un extrait de leur échange. Quand je descendrai, je vous dénoncerai. Pourquoi vous n'êtes pas sorti plus tôt? Tu n'imagines quand même pas que nous allons rester dehors toute la nuit à geler pour ton compte? Est-ce que tu as l'oxygène? Oui, laisse-le et descends. Nous ne pouvons pas, je pourrais y arriver, mais Mehdi, non, il a perdu le contrôle de lui-même. À ce moment-là, Mehdi, lui, commence un peu à perdre la raison, à être en plein délire. La lumière s'éteint. Bonatti pense qu'ils vont mettre leurs crampons et qu'ils vont venir descendre les aider, mais rien. Ils crient encore, ils hurlent. C'est le silence total. Le rapport officiel du CAI le confirmera des décennies plus tard. Campagnoni et Lachedeli les ont bien entendus et ils ont choisi de ne pas répondre. Autre détail, Mehdi n'est pas du tout équipé comme les alpinistes. À ses pieds, il n'a pas les bottes en peau de renne, ce sont des pauvres bottes de militaires. Celles qu'il porte ne sont pas du tout adaptées au froid extrême en haute altitude et en plus elles sont 2 pointures trop petites par rapport à la sienne. Desio, le chef d'expédition, n'avait pas prévu pour les porteurs un équipement correct. Bah oui, ce sont juste des porteurs.
Bonatti et Mehdi n'ont même pas de quoi se nourrir, juste quelques bonbons en caramel, c'est dérisoire. Autant Bonatti, c'est un grimpeur, mais Mehdi, non. Donc il perd complètement la tête. Il se met à délirer, il veut se jeter dans le vide. Bonatti réussit à le retenir tant bien que mal. En même temps, avec son piolet, il essaye de creuser une petite plateforme dans la glace pour qu'il puisse au moins s'allonger un peu. Et puis le vent commence à se lever, donc il commence à creuser 2 petits trous en plus, donc sur la plateforme, pour qu'ils puissent abriter leur visage à l'intérieur. Mais la glace est tellement dure qu'il n'a pas pu creuser plus de 60 cm. Voilà, 60 cm pour s'abriter, c'est tout. Il reste comme ça toute la nuit, dans le froid le plus absolu, sans savoir si une tempête va se lever, sans savoir s'ils vont tenir jusqu'au matin. Les heures passent, 1 heure, 2 heures, le froid à cette altitude ne pardonne pas, le corps commence à lâcher bien avant que l'esprit ne s'en rende compte. Mehdi délire par intermittence, Bonatti le retient, lui parle, essaye de le garder conscient, et dans ce silence total, dans la zone de la mort, ils attendent. À cette époque, un seul homme dans toute l'histoire de l'alpinisme avait survécu à ce genre de bivouac dans la zone de la mort, sans rien, sans matériel, c'est Hermann Buhl encore, et c'était donc l'année précédente sur le Nanga Parbat. Tout le monde avait dit que c'était un miracle inexplicable. Et bien même en sachant ça, leurs coéquipiers les ont laissés là toute la nuit. Au petit matin, vers 5h30, les 2 hommes sont vivants. Ce qui les a sauvés cette nuit-là, clairement, c'est la météo. La nuit est restée froide, mais dans l'ensemble, c'était plutôt calme, pas de tempête. Mehdi se lève et commence la descente à moitié comme un zombie. Bonatti, lui, attend que le soleil se lève pour se réchauffer un minimum et il veut s'assurer, avant de partir, que les bouteilles d'oxygène sont bien visibles pour Compagnoni et Lacidelli pour qu'ils puissent quand même tenter le sommet. Quand Mehdi et Bonatti atteignent le camp 8, Bonatti, lui, a de légères gelures aux mains, mais il s'en sort relativement bien, rien de grave. Par contre, Mehdi, lui, est dans un état catastrophique. Ses orteils sont morts, tous. Ses doigts aussi, gelés. Il sera hospitalisé pendant 8 mois. Il sera amputé de tous ses orteils sur les 2 pieds. Une fois rentré chez lui, il posera son piolet dans un coin et il dira à sa famille qu'il ne remontera plus jamais sur la montagne. Alors attendez, parce que l'histoire est loin d'être terminée, vous allez voir. Du côté de Compagnoni et de Lacidelli, ils ont bien récupéré l'oxygène laissé par Bonatti et c'est grâce à ces bouteilles que vers 8h30, ils commencent l'ascension finale et qu'ils atteignent le sommet du K2. C'est la première ascension de la 2e plus haute montagne du monde. L'Italie tout entière explose de joie. Compagnoni et Lacidelli sont accueillis comme des héros. Alors, la presse ne parle que de l'exploit des 2 hommes. Bonatti, lui, n'existe quasiment pas dans les récits officiels. Même le film sur l'expédition Italia K2, qui est sorti en 1955, ne mentionne pas une seule fois le fait que Bonatti et Mehdi ont porté les bouteilles d'oxygène, donc jusqu'à 8100 mètres. Pas un mot non plus sur leur nuit de l'enfer. C'est comme si tout ça n'avait jamais existé. Le chef d'expédition, donc Ardito Desio, lui écrit sa version, donc son récit officiel, entre guillemets, en faisant passer pareil Compagnoni et Lacidelli pour les seuls héros. Alors oui, c'est lui qui a dirigé l'expédition, mais en fait, il n'est jamais monté plus haut que le camp 2. Donc, en gros, tout le monde n'a connaissance que de la version du chef d'expédition et de celle de Compagnoni et Lacidelli. Mais attendez, parce que vous allez voir, c'est pas ça le pire. Au retour dans leur pays, Compagnoni sent qu'il est quand même dans une position délicate. Forcément, il y a un porteur qui est à l'hôpital, Mehdi, qui est complètement mutilé, et il y a des accusations qui commencent à circuler. Alors il prend les devants. Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse Bonatti d'avoir volé l'oxygène et d'avoir abandonné Mehdi pour sauver sa propre peau. C'est ce que Compagnoni va expliquer au chef d'expédition Desio. Lui, ne voulant pas faire de bruit, ne voulant pas faire d'histoire, il enterre l'affaire, mais c'est la version qui circule partout. Bonatti est littéralement sacrifié. Et tout ça reste secret pendant 10 ans. Autre chose, Mehdi, lui aussi, a dû témoigner officiellement sur ce qui s'était passé pour raconter son calvaire. Et son fils expliquera des années plus tard, dans une interview à la BBC, que Mehdi, donc son père, était un homme très simple, que oui, il savait grimper dans les montagnes, mais qu'il ne savait ni lire ni écrire, et que donc son témoignage a été utilisé pour discréditer Bonatti. Donc en gros, Mehdi, qui ne savait ni lire ni écrire, face aux documents qu'il ne comprenait pas du tout, tout a été fait pour protéger l'image de l'expédition italienne. Il ne fallait surtout pas faire de vagues. En 61, Bonatti publie ses mémoires. Il y raconte pour la première fois sa version de l'expédition avec bien évidemment la nuit passée avec Mehdi dans la zone de la mort et l'histoire du camp introuvable. Sur le coup, le livre est assez bien reçu. En fait, ça fait pas encore trop de vagues à cette époque, mais la bombe va finir par éclater.
3 ans plus tard, en 64, un journaliste de Turin va publier 2 articles où il a interviewé Compagnoni. Il dira que Bonatti essayait en secret d'atteindre le sommet avant eux, qu'il a manipulé Mehdi, qu'il a volé l'oxygène, et il dit même qu'il est prêt à pardonner à condition que Bonatti fasse des excuses publiques. Bonatti attaque direct en justice pour diffamation, il gagne le procès. Et là, vous allez vous dire, mais peut-être que Compagnoni a raison. Et en fait, voilà la preuve qui était irréfutable. Quand Mehdi et Bonatti transportaient les bouteilles d'oxygène, ils n'avaient que les bouteilles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les masques, et pas les raccords, pas les tuyaux, en gros, pour pouvoir relier les bouteilles au masque. Et sans ce matériel, il est impossible de se servir des bouteilles. Et cette partie des équipements était déjà en haut dans l'attente de Compagnoni et de Lacidelli. Il était impossible pour Bonatti de voler l'oxygène, de se servir de l'oxygène pour essayer d'atteindre le sommet avant eux. Par contre, même s'il a gagné le procès, sa réputation a pris cher. Dans le milieu maintenant, il est mal vu par certains et la version officielle du CAI, le club alpin italien, on va dire la haute autorité de l'alpinisme en Italie, reste assez floue entre les deux versions. En gros, ils ne veulent pas se mouiller. Pendant que Bonatti se bat devant les tribunaux, écrit des livres pour essayer de rétablir la vérité, Mehdi, lui, vit avec ses moignons à la place des orteils. Personne ne se bat pour lui. Personne ne prononce son nom dans les débats, à part Bonatti quand il essaye d'expliquer la vérité. Il rentre chez lui au Pakistan, dans son village, et il disparaît des radars. Impossible pour Bonatti d'en rester là, alors il continue à écrire des livres, des articles pendant des années, des décennies même. En 85, il va publier un livre entier consacré au procès et à sa version. Et là, il calcule les horaires, les distances, les quantités d'oxygène. Vraiment, il démontre tout mathématiquement et surtout, il démontre que si Compagnoni et Lacidelli avaient vraiment manqué d'oxygène avant le sommet comme ils le prétendent, les chiffres ne collent pas, mais personne ne l'écoute. Et puis, dans l'histoire, arrive un homme improbable. Ça n'est pas un alpiniste, c'est un chirurgien australien, Robert Marshall. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui, il va lire le livre de Bonatti et quelque chose tout de suite va lui sauter aux yeux. Pour lui, il y a énormément d'incohérences dans les témoignages de Compagnoni. Alors, il décide d'apprendre l'italien de zéro, uniquement pour pouvoir lire tous les documents originaux. Il va commencer à écrire à Bonatti, les deux hommes vont se rencontrer et Marshall arrive à la conclusion, la même que Bonatti, le camp a été délibérément placé plus haut pour l'écarter de la course au sommet. Marshall ne s'arrête pas là puisqu'il va continuer de creuser pendant des années et en 93, il trouve quelque chose que personne n'avait encore vu, une photo de Compagnoni prise au sommet du K2, une photo qui n'avait jamais été publiée officiellement et sur cette photo, on le voit debout au sommet et il porte encore son masque à oxygène. Le tuyau est relié encore à la bonbonne, ce qui veut dire qu'il avait encore de l'oxygène quand il est arrivé au sommet et que, surtout, sa version selon laquelle les bouteilles étaient vides à cause de Bonatti bien avant d'arriver en haut est un pur mensonge. Sur une autre photo, on voit Lacidelli également au sommet et avec des traces de givre, vous savez, autour de la bouche, au niveau de la barbe, exactement là où un masque à oxygène aurait été placé. Pendant des années, des décennies même, ils ont accusé Bonatti de leur avoir volé l'oxygène. C'est fou. Et c'est seulement en 93 que la presse italienne commence donc enfin à s'intéresser de plus en plus à tout ça. Pour la première fois, le grand public entend la version de Bonatti, mais il faudra encore plus de 10 ans pour que la vérité soit officiellement reconnue. Des langues commencent à se délier et d'autres personnes prennent la parole. Un ingénieur de l'expédition révèle que les bouteilles utilisées avaient une autonomie de 12 heures minimum, bien plus donc que le temps qu'ils prétendent avoir mis pour atteindre le sommet, qui rend encore plus impossible leur version sur le manque d'oxygène. Et c'est là le tournant le plus important puisqu'en 2004, pour les 50 ans du sommet du K2, Lacidelli, donc qui était sur le sommet avec Compagnoni, sort enfin du silence. Dans un livre, il reconnaît avec du recul que le camp 9 avait peut-être été bien placé là intentionnellement de la part de Compagnoni pour tenir Bonatti à l'écart du sommet. Toujours en 2004, 24 alpinistes et journalistes de renom co-signent une lettre ouverte au club alpin italien pour exiger l'ouverture d'une enquête officielle. Le CAI nomme alors 3 experts indépendants, ça va s'appeler les 3 sages. Ce sont 3 professeurs spécialistes du milieu
qui vont éplucher chaque document, chaque photo, chaque témoignage. Leur conclusion est sans appel. Le camp neuf a bien été déplacé 250 mètres plus haut que ce qui était prévu. Il a été installé dans une position invisible pour quiconque montait depuis le bas et en plus derrière des plaques rocheuses très techniques et dangereuses. Dans le rapport, il est également expliqué que justifier ce déplacement uniquement par la volonté de monter le plus haut possible est, selon leurs propres mots, insuffisant et inacceptable face aux engagements qui étaient pris. Le rapport confirme également qu'ils avaient bien également de l'oxygène quand ils sont arrivés au sommet. Le CAI va encore plus loin puisqu'il va reconnaître que la version officielle qui a été gardée pendant ces 50 dernières années contenait des éléments, je cite, tout à fait inacceptables pour la vérité historique. C'est seulement donc en 2007 qu'il y aura enfin un rapport officiel révisé. Il aura fallu 57 ans pour que la vérité soit officiellement reconnue. Bonatti meurt en 2011, seulement 4 ans après le rapport du CAI. En fait, il aura passé quasiment toute sa vie à se battre pour que la vérité éclate. Et Mehdi, lui, c'est pire, puisqu'il n'aura jamais rien su, puisqu'il décédera en 99, 8 ans avant la version officielle. Il est mort sans jamais avoir été réellement reconnu. Voilà, c'était l'histoire vraie de Walter Bonatti et d'Amir Mehdi. C'est une histoire un peu différente des autres, je le sais, mais quand j'ai appris ce qui s'était passé, je ne pouvais pas passer à côté. Pour moi, l'injustice est quelque chose vraiment qui me révolte. Je trouve que c'est une des pires choses. Je pense que je n'ai pas besoin de donner mon avis et que ça s'est ressenti tout le long de la vidéo. Ça a été vraiment une terrible injustice. Heureusement, la vérité a fini par éclater, mais ça a été beaucoup, beaucoup trop tard. J'espère que l'histoire vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, toujours dans le respect, dans la bienveillance, s'il vous plaît. Je ne m'étale pas pour la conclusion, je suis KO. Je vous laisse ici, on se retrouve très bientôt normalement, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très, très important. Salut!